Quel secret cache l'épisode 5 de Night of the Seven Kingdoms? Comme chaque semaine, voici mon analyse détaillée ainsi qu'un décryptage des nombreuses références au monde de Westeros dans cet épisode 5. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'épisode 5 s'ouvre avec un superbe plan vu du dessus des 7 champions qui forment l'équipe de Duncan dans le jugement des 7 à venir. Et je crois qu'on peut voir dans le placement des 7 personnages à l'écran un clin d'œil à l'étoile à 7 branches qui est l'emblème de la religion des 7, ces 7 dieux que l'on appelle ici pour porter leur jugement sur la situation qui oppose Aerion Targaryen à Duncan le Grand. Comme on nous l'expliquait la semaine dernière, le jugement des 7 vise à rendre hommage aux 7 dieux pour qu'ils rendent justice en donnant la victoire aux partis dans le vrai. Bien sûr, ce n'est pas aux dieux de combattre, mais bien aux hommes, et le combat va être rude. Ça vaut bien un peu de stratégie, ça non? Baelor Targaryen, l'ultime champion de Duncan, a une idée en tête. Il va s'occuper lui-même des gardes royaux, car ceux-ci ne peuvent pas faire du mal à un prince du sang. La stratégie est intéressante en effet, mais est-elle honorable? C'est la première question que lui pose Robin Raisling. Comme on peut le voir, tout est toujours question d'honneur entre chevaliers, et on ne perd donc pas le grand thème de cette première saison de Night of the Seven Kingdoms, même face au jugement des 7. En tout cas, cette stratégie de Baelor fait naître une remarque plutôt acerbe de la part de Lyonel Baratheon qui s'imagine que Baelor était le fils préféré de sa mère et non Maekar. Selon Lyonel, c'est dommage car personne ne se bat plus férocement qu'un fils négligé par sa mère, il aurait donc préféré que Maekar soit de leur côté. Et même si le camp de Maekar finira par perdre durant le jugement des 7, Maekar se battra en effet tout à fait férocement, même à 2 contre 1 face à Baelor et à Lyonel Baratheon. Et c'est dans ce combat qu'il blessera d'ailleurs son grand frère Baelor à la tête, avec un coup de masse qui se révélera mortel. D'ailleurs, le plan est furtif, mais on voit bel et bien Maekar porter le coup qui sera fatal à son frère quelques minutes plus tard. Évidemment, les néophytes qui ont découvert cet épisode 5 et qui avaient appris à aimer Baelor Targaryen ont certainement été séchés, comme les lecteurs de la nouvelle, à l'époque en découvrant que le prince héritier meurt à la fin de l'épisode. Et j'ai personnellement trouvé que cette séquence de fin d'épisode était absolument déchirante, à l'image de Duncan agenouillé avec le prince dans les bras, qui ne peut rien faire d'autre que dire qu'il est désolé. Évidemment, Duncan est sous le choc, mais on peut aussi voir dans sa désolation le fait qu'il se sent coupable de la mort de Baelor. Sans le geste de Duncan face à Aerion, pas de jugement des 7, et sans jugement des 7, Baelor serait toujours vivant. Et ça, Duncan va devoir vivre avec cette culpabilité. Évidemment, la mort de Baelor vient donner raison au rêve prémonitoire que Daeron évoquait la semaine dernière. Un dragon mort et Duncan en dessous, voilà qui correspond bien au fait que Baelor s'effondre dans les bras de Duncan. Et ce n'est pas n'importe quel dragon non plus, c'est une bête immense, nous précisait Daeron, qui avait une fois de plus raison. Ce n'est pas n'importe quel Targaryen qui meurt dans l'épisode 5 de Night of the Seven Kingdoms, c'est l'héritier du trône, celui qui était promis à devenir roi, et qui, avec ses valeurs chevaleresques, aurait pu devenir un roi exemplaire dont la dynastie avait bien besoin en ces temps troublés. Mais le coup de masse porté par Maekar à son frère en aura décidé autrement. Évidemment, certains diront que Maekar l'a fait exprès, et ça, seul Maekar peut le savoir. Toujours est-il que ça ne ramènera pas Baelor qui meurt ici. Dans la plus pure tradition de l'univers de Game of Thrones, un personnage qu'on appréciait meurt à la surprise générale dans une scène d'une grande cruauté. On reconnaît bien là la patte de George R. R. Martin. Un truc à noter dans cet épisode 5, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grandes batailles hyper stylisées et hyper chorégraphiées durant le jugement des 7. Et on peut se demander pourquoi. En réalité, Night of the Seven Kingdoms adopte à nouveau sa ligne directrice depuis le début de la saison, à savoir le point de vue strict de Duncan. Si bien que ça n'aurait pas vraiment de sens de suivre chaque duel durant le jugement des 7. Si les autres adversaires passent dans le champ de vision de Duncan, alors oui, on entreapercevra leur situation, mais si tout se passe plus loin, eh bien on ne le verra pas. Je pense que ça va certainement décevoir des gens qui s'attendaient à quelque chose de plus épique et de plus détaillé, mais j'ai tendance à comprendre ce choix de la part de la production, surtout que malgré tout, le plus important de tout ça, c'est le duel entre Aerion et Duncan, et pour le coup, là on a été servi. Mais j'y reviendrai juste après car le combat du jugement des 7 est en réalité interrompu dès le premier assaut par une longue séquence de flashback qui va très probablement en décevoir certains qui s'imaginaient que l'épisode 5 aurait été une bataille de 35 minutes. Et je peux comprendre, mais pour ma part, j'ai trouvé cette séquence de flashback hyper intéressante, tout particulièrement parce qu'elle est un ajout bien senti à la nouvelle qui n'avait pas ce niveau de détail sur tout ça. La séquence s'ouvre sur la réalité de la jeunesse de Duncan, celle d'un gamin de Cupucier qui est réduit à jouer les pilleurs de cadavres pour vivoter à Port-Réal. Je vous décrypte de quelle bataille il s'agit dans la partie décryptage de la vidéo tout à l'heure. On découvre, en tout cas, à ses côtés, une certaine Rafe, que tout indique être la chef de leur duo, car c'est elle qui explique les choses à Duncan, c'est elle qui prend les décisions, et c'est son plan que les deux enfants suivent.
Et a priori, le plan, c'est de quitter Port-Réal au plus vite pour échapper à la pauvreté et les affres de la vie d'orphelin à Cupucier. Sauf que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Comme on le voit, l'argent est difficile à trouver, et les prix ne font qu'augmenter quand on pense avoir enfin de quoi payer. Pire encore, tout menace de s'effondrer quand certains veulent vous voler vos quelques deniers. On le voit bien ici, Cupucier représente une cage pour Rafe et pour Duncan. Les deux orphelins n'ont qu'une envie, c'est la quitter, mais ils sont en réalité piégés par leur situation économique et par les prédateurs qui guettent. On voit bien aussi que Rafe rêve d'ailleurs, c'est vrai, mais Duncan, lui, rêve de retrouver sa famille, car il n'est pas persuadé que sa mère soit vraiment morte. Il explique à Rafe qu'il devrait peut-être rester à Port-Réal si jamais sa mère venait le chercher un jour. En ça, Duncan est certes piégé par la situation, mais il semble s'édifier sa propre cage également, celle d'un orphelin suffisamment naïf pour s'imaginer que sa situation va peut-être s'améliorer s'il espère suffisamment fort. Il y a aussi une phrase que dit Rafe que j'ai trouvée particulièrement intéressante: « Tu veux une famille ? Bah trouve-t'en une ». Ça peut paraître très brusque de sa part, mais il faut rappeler que Duncan est certes orphelin, mais elle aussi. Et elle a fait le choix d'avancer dans la vie plutôt que d'attendre un hypothétique retour de ses parents. Elle a choisi de se construire la famille de son choix avec les gens qui l'entourent, et Duncan en fait partie par exemple. On ne sait évidemment pas si Duncan a intériorisé ce conseil, mais ce qu'on sait du Duncan adulte qu'on côtoie depuis le début de la saison semble le confirmer. Quand il perd Harlan, il perd très clairement son père de substitution, un homme qui lui a tout appris, avec qui il a vécu énormément de choses. Mais ça va plus loin que ça, puisque le rapport que Duncan crée avec Huff depuis le début de la saison est celui d'un grand frère face à son petit frère, comme je l'ai dit quasiment chaque semaine dans mes décryptages et mes réactions. Là encore, on retrouve le thème de la famille choisie. Alors Duncan n'en a peut-être pas lui-même conscience, mais il semblerait qu'il tienne cette leçon de Rafe. Quoi qu'il en soit, la réalité de ce qu'est vraiment Cupucier et le monde cruel qu'est Westeros va vite rattraper Duncan. Les racketteurs s'attaquent de nouveau à eux, et alors qu'on aurait pu imaginer que Rafe leur jouerait à nouveau un sale tour, elle est égorgée sous les yeux d'un Duncan impuissant à défendre sa seule amie et la seule véritable famille qu'il ait ici à Cupucier. C'est là qu'arrive un ivrogne attaché à la défense du faible et des innocents qui se jette sur les agresseurs et va les défaire un à un. Cet ivrogne, nous on le sait, c'est Harlan de l'Arbre-Sous, mais pour l'instant Duncan, lui, ne le sait pas. Il passe d'abord un moment prostré, seul et apeuré, dans la tanière dans laquelle il avait l'habitude de se cacher en compagnie de son ami, mais Rafe n'est plus là pour prendre des décisions pour eux. Duncan est immensément seul dans cette cage où il pourrait bien trouver la mort lui aussi. C'est là qu'il prend la décision la plus importante de sa vie, celle de suivre cet ivrogne visiblement perdu, mais qui semble avoir à cœur de protéger les innocents. Cet homme, Duncan le découvre, est chevalier. Il a même des chevaux, un bouclier en plus de son épée et même une armure. Dans ce plan où Duncan prend le demi-aume de l'écuyer décédé d'Harlan, on peut voir le rêve naître en lui. Et si la vie avait autre chose à lui proposer que la misère de Cupucier ? Et si, en suivant cet homme un peu bizarre, et pourtant si chevaleresque, il pouvait devenir autre chose qu'un gamin des rues? Et si, un jour, il pouvait devenir lui-même chevalier? On imagine bien toutes ces questions jaillir dans l'esprit de Duncan à ce moment-là. C'est donc tout logiquement qu'il va se mettre à suivre Harlan comme son ombre sur les routes de Westeros, mais Harlan a l'air soit de ne pas l'avoir vu, soit de ne pas être intéressé. On peut s'imaginer que n'importe quel gamin, peu convaincu, aurait abandonné au bout d'un moment cette traque désespérée. C'est bien mal connaître Duncan qui va pourchasser Harlan et ses 3 chevaux des jours durant jusqu'à en tomber malade ou bien de fatigue, tandis que le chevalier errant se livre à des divagations alcoolisées. Au bout du compte, c'est quand Duncan tombe à terre qu'Harlan va enfin l'aider et lui donner sa toute première leçon. « Relève-toi ». Une seule phrase, mais cette phrase a tellement de sens quand on remet ça en perspective avec qui était Harlan et qui est devenu Duncan. Cette première leçon, c'est celle de se montrer tenace, peu importe la situation. Se relever malgré les défis, malgré les obstacles, malgré l'épuisement, malgré les blessures et malgré la douleur. Et c'est en ça que je trouve que ce flashback a vraiment beaucoup de sens inséré à ce moment-là de la saison, car Duncan vient tout juste de perdre connaissance, il pourrait totalement baisser les bras, se laisser aller à la mort, mais non, il va se relever, et 2 fois de suite, en pensant à cette toute première leçon de son maître Harlan. Et cette première leçon, elle est bien utile à Duncan, car il fait face à un adversaire de taille en la personne d'Aerion Targaryen. Un des trucs les plus frappants dans ce début de combat entre Aerion et Duncan, c'est à quel point le prince surclasse Duncan à tout point de vue au combat. Il le blesse grièvement dès le premier assaut, en plantant sa lance dans son flanc, mais il est aussi beaucoup plus à l'aise au combat rapproché. On voit bien qu'Aerion a été entraîné pendant des années, et non Duncan qui certes frappe fort, mais a du mal à trouver l'ouverture face à son adversaire.
Vous le voyez, il y a évidemment deux styles de combat tout à fait opposés. D'un côté, un prince entraîné au combat, mais aussi un homme qui n'hésite pas à frapper dans le dos son adversaire. De l'autre, la force brute d'un homme gigantesque, mais qui n'a pas vraiment de stratégie. À plusieurs reprises, on pourrait croire que Duncan est totalement perdu dans le combat. Et la mise en scène insiste là-dessus. Duncan chute et paraît épuisé et prêt à baisser les bras. Évidemment, ça c'est du bon suspense de série, comme on les aime, et le public joue particulièrement bien le jeu à l'image d'œufs qui hurlent à Duncan de se relever, probablement comme vous et moi devant nos télés. Je parlais des deux styles que tout oppose entre Aerion et Duncan, mais ça va plus loin que ça. Aerion se bat d'une certaine façon, oui, mais il se bat aussi comme un prince qui n'a jamais été vaincu, comme un prince qui a toujours eu l'habitude qu'on lui rende la tâche plus facile. La première fois que Duncan tombe à terre et semble incapable de se relever, Aerion crie victoire, et pense que le jugement des 7 est terminé, mais il fanfaronne trop vite car c'est bien mal connaître Duncan. Duncan qui se souvient à nouveau de la première leçon que lui a donnée son maître, la ténacité. Alors il se relève encore une fois, et cette fois Duncan n'essaie plus de se battre comme un chevalier, mais c'est le gamin de Cupucier qui se jette sur Aerion. Il frappe de toutes ses forces, mais surtout il se jette sur le prince Targaryen et le fait tomber au sol pour le rouer de coups. Ici on n'est plus dans la chevalerie, mais on est dans le combat de rue le plus total. Car c'est aussi ça Duncan le Grand, un homme gigantesque qui a été élevé à la dure et a pris bien plus de coups qu'Aerion dans sa vie. Tout ça combiné à la résilience et la ténacité que lui a enseigné Harlan, Duncan se montre inarrêtable pour Aerion. Alors oui, ce n'est pas le combat le plus joliment chorégraphié qu'on ait vu au cinéma ou à la télévision, mais ça respecte particulièrement bien les écrits de George R. R. Martin. C'est en utilisant ses forces et en menant Aerion sur un terrain sur lequel il ne peut pas l'emporter que Duncan gagne son duel et met fin au jugement des 7. Je dois d'ailleurs dire qu'il y a une certaine jubilation à voir Duncan traîner Aerion au sol pour qu'il livre sa reddition et abandonne son accusation. Le tout sous les encouragements du public qui, très clairement, a choisi son camp, tout comme Red, la prostituée qui se moquait pourtant allègrement de Duncan dans l'épisode 1. Avec ce combat, Duncan le Grand entre dans le cœur du public, et il est certain qu'on parlera de lui désormais en tant que chevalier qui a défendu l'innocent et battu un prince Targaryen lors d'un jugement des 7. Mais on peut aussi se demander si la mort de Baelor ne va pas plutôt éclipser la potentielle réputation qu'il aurait pu se créer. Car battre un prince, c'est bien, mais être plus ou moins responsable de la mort d'un autre, c'est autre chose. On verra si c'est évoqué la semaine prochaine, toujours est-il que j'ai trouvé que cet épisode 5 était très malin dans sa construction et dans sa mise en scène malgré les limitations de son budget qui semblent assez visibles. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous le savez, je dépends de mes soutiens pour rémunérer mes activités sur YouTube. Alors si vous voulez donner un coup de main, pensez à rejoindre la chaîne YouTube ou bien soutenez sur ma page Ko-fi ou Ulule. En contrepartie, vous obtenez mes vidéos en avant-première ainsi que des vidéos en exclusivité. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Qui dit nouvel épisode, dit nouveau décryptage des références, et cette semaine j'ai encore noté plein de choses intéressantes. J'ai remarqué plusieurs auto-références dans cet épisode 5 de Night of the Seven Kingdoms. La première intervient avant le jugement des 7 quand Duncan donne à Egg la mission d'être auprès de lui à son retour. Il lui répète une phrase qu'il lui avait déjà dite dans l'épisode 2 « Vole-moi et je te pourchasserai avec des chiens », comme il lui avait annoncé à l'époque où il avait moins confiance en son jeune écuyer. Il l'avait même fait sursauter en lui aboyant dessus, et cette fois, ce n'est pas Duncan qui aboie, mais Huff qui a bien compris la référence. Et j'avoue que j'ai trouvé ça absolument adorable, ça nous montre à quel point ces deux personnages ont parcouru du chemin depuis le début de la saison. Il y a une autre autoréférence que j'ai captée, c'est une référence à l'ouverture de l'épisode 1, quand Duncan souhaite dire quelques mots en hommage à Harlan, mais il explique qu'il ne connaît aucune formule pour ce genre de situation, et dans l'épisode 5, le flashback nous montre que ce n'est pas la première fois que Duncan se retrouve dans ce cas de figure. Lorsqu'il se retrouve face à ce noble mort après une bataille, Rafe lui demande s'il connaît des mots à dire en hommage, ce à quoi Duncan répond « Je ne connais aucun mot ». Comme quoi, Duncan a beau avoir bien grandi depuis, il n'a toujours pas appris ce genre de choses. Avant le lancement du jugement des 7, la caméra de Night of the Seven Kingdoms a le bon goût de nous donner des plans qui permettent de voir où sont les différents champions dans chaque camp. Du côté de Duncan, on voit de gauche à droite Robin Raisling, Raymond Fossavoy, désormais adoubé, Lionel Baratheon, Baelor Targaryen, Duncan le Grand, Humphrey Harding et Humphrey des Essaims. Du côté de l'accusation, c'est un peu plus complexe, il nous faut deux plans, avec un premier où il y a deux gardes royaux à gauche, Aerion puis Maekar, un autre garde royal, sans doute Donnel de Sombreval, puis sur le plan d'après, on découvre Stephen Fossavoy et Daeron Targaryen qui est très clairement dans un état de stress avancé lui aussi. La longue séquence de flashback de cet épisode 5 est l'occasion de nouveau de faire une grosse référence à la première rébellion Feu Noir qui a marqué Westeros en 196 après conquête, soit 13 ans avant les événements du tournoi de Sandrugay. On y découvre les vestiges d'une grande bataille qui ne nous est pas explicitée en tant que telle, mais qu'on peut très facilement deviner. Dans la série, on nous explique que la rébellion de Daemon Feu Noir, ou Blackfyre en anglais,
est terminée à la suite de cette bataille. Duncan dit à Rafe que la guerre est finie parce que le dragon noir est mort. De plus, le combat a eu lieu non loin de Port-Réal, comme on le voit sur le plan d'ensemble avec tous les cadavres. Il n'y a aucun doute, il s'agit bien ici de la bataille du Champ d'Herbe Rouge, cette bataille qui a marqué la fin de la première rébellion Feu Noir par la mort du prétendant Daemon Feu Noir, qu'on appelait le Dragon Noir par opposition à Daeron II, qui était le Dragon Rouge, comme le veut l'emblème Targaryen. Dans les sources de George R. R. Martin, on sait simplement que la bataille a lieu au sud de Port-Réal, sur la route en direction de la capitale. Visiblement, la série décide de placer la bataille assez proche de la ville pour que des orphelins puissent aller piller les cadavres. Vous noterez qu'on voit un étendard Lannister sur le champ de bataille, mais aussi que le noble à qui ont affaire Duncan et Rafe porte le blason frappé des 2 tours de la maison Frey. Dans les livres, on parle assez peu de ces 2 maisons sur ce champ de bataille, mais il ne serait pas étonnant qu'elles aient été présentes, puisque ces 2 maisons combattaient du côté de Daeron II et des loyalistes durant la guerre civile. Au sujet de ce noble, vous noterez que lorsqu'il est encore vivant, il est d'un intérêt tout particulier. En effet, il était possible lors des batailles de ce genre de capturer un adversaire de haut rang, ici un noble comme le montre le sceau qu'il porte au doigt. L'objectif pour les ravisseurs était de demander une rançon à la maison concernée contre la libération du noble capturé. Ici, Rafe s'imagine qu'à elle seule et Dunk, il pourrait organiser la capture et l'emprisonnement d'un noble en vue de demander une rançon, ce qui les rendrait bien sûr riches. On voit bien ici toute l'ambition de la jeune fille, même si ça paraît assez illusoire, étant donné leur situation d'orphelin de Cupucier. Quoi qu'il en soit, le noble meurt avant qu'il puisse mettre en place ce genre de plan. Sur le chemin du retour, vous noterez que Duncan et Rafe croisent un cavalier qui transporte un corps enroulé dans un linge. Il s'agit très probablement du cadavre d'une personne importante qu'il va ramener en toute vraisemblance à sa famille. Vous noterez à nouveau l'apparition de l'écu frappé du blason avec un agneau dans un calice doré qu'on avait vu dans l'épisode 3 et que j'imagine être le blason réimaginé de la maison Castelfoyer, ou Stokeworth en anglais. Je suis pas sûr de moi, mais il semblerait que le cavalier porte aussi l'étendard de la maison Castelfoyer. En tout cas, le fait qu'une bataille ait eu lieu si proche de Port-Réal est une aubaine pour le petit peuple, comme nous l'annonce le forgeron. On va piller cette tombe pendant un âge de dragon. En effet, une bataille de cette ampleur, avec des chevaliers et des nobles de part et d'autre, est une garantie de trouver des choses intéressantes à revendre, qu'il s'agisse de fer à cheval, de pièces d'armure en bon état, de bagues et autres bijoux, ou encore de bon cuir. Par contre, le forgeron semble faire une croix sur le cuir que portaient les troupes Feu Noir. On peut s'imaginer ici que c'est parce que personne ne voudrait acheter du cuir qui porterait les traces ou des insignes des rebelles. Avec la victoire du parti loyaliste, tous ceux qui seront en possession de vestiges rebelles pourraient être considérés eux-mêmes comme des rebelles ou favorables à leur cause, ce qui n'est évidemment pas une très bonne idée. C'est donc pour ça qu'il dit à Duncan d'emmener son cuir Feu Noir ailleurs. Pour rester sur le sujet de la rébellion Feu Noir, notez aussi la clairvoyance dont font preuve les enfants lorsqu'ils évoquent la fin de la première rébellion. Pour eux, c'est loin d'être la fin de la guerre en réalité, comme le veut cette analogie. Rien ne va changer, tu te rappelles quand Pudding a tué le petit frère de Cédric? C'était un accident, oui, et on s'est dit que ce serait la fin de tout ça, mais Cédric est revenu 1 an plus tard pour brûler la moitié de Cupucier en essayant de tuer Pudding. Les gens n'oublient pas, tu blesses quelqu'un, il te blesse en retour. Et ça, comment vous dire que c'est une référence très maligne au fait que la rébellion Feu Noir de 196 après conquête s'appelle la première rébellion Feu Noir pour une raison. C'est qu'il y en a d'autres plus tard. Déjà, Rafe l'a compris et sait que Dunk et elle vont devoir partir de Port-Réal pour éviter d'être à nouveau au mauvais endroit quand une nouvelle rébellion éclatera. Pour cela, Rafe a une idée en tête, fuir Westeros et se diriger vers les cités libres. Mais qu'est-ce que c'est les cités libres? Il s'agit de 9 cités-états, situées à l'ouest d'Essos, le continent à l'est de Westeros, au-delà du détroit. Il y en a 9 au total, et certaines dont vous avez déjà entendu parler dans Game of Thrones. Il y a Braavos et Lorath, tout au nord, Pentos, Myr et Tyrosh sur la côte ouest d'Essos, ainsi que Lys et Volantis au sud, et enfin Norvos et Qohor dans les terres. Ces cités libres sont suffisamment proches de Westeros pour commercer régulièrement avec les 7 couronnes. À noter que du côté d'Essos, certains habitants des cités libres se considèrent comme plus civilisés et plus sophistiqués que le peuple de Westeros. Dans l'épisode 5, Rafe pense que fuir vers les cités libres est la meilleure stratégie possible, tandis que Duncan s'inquiète de trouver une situation similaire là-bas à celle de Cupucier. Pour rappel, Cupucier, ou Flea Bottom en anglais, est le quartier le plus malfamé de Port-Réal, la capitale des 7 couronnes. Situé à l'est de la colline de Rhaenys, Cupucier est un quartier pauvre où la loi est difficilement respectée. Dans ce dédale d'allées sans pavés, on trouve des bâtiments tellement proches les uns des autres qu'ils pourraient presque se toucher.
La population elle-même est extrêmement pauvre, et on y trouve tous les rebuts de la société, ainsi que de nombreux bordels et autres pubs de mauvaise réputation. Ouais, pas exactement le meilleur endroit où passer ses plus jeunes années. Mais notez que Duncan n'est pas le seul à venir de Cupucier, puisqu'un certain Davos Mervaux, ou Seaworth en anglais, alias le Chevalier Oignon, vient lui aussi de Cupucier. Dans un tel bidonville que Cupucier, il n'est donc pas tout à fait illogique de trouver des personnes qui cherchent à profiter de la situation désespérée de certains habitants. C'est le cas de cet homme qui n'hésite pas à tenter de racketter Duncan et Rafe. Vous noterez que lui et son pote portent une côte de mailles, mais aussi une épée et une cape qui ne sont pas sans rappeler l'uniforme porté par les membres du guet de Port-Réal. Alors le guet de Port-Réal, parfois aussi appelé les manteaux d'or en raison de leur cape dorée instaurée durant le règne de Viserys Ier, est présent à Port-Réal pour maintenir l'ordre. Imaginez-les comme la police de Port-Réal. Ils sont censés défendre le donjon rouge, mais aussi la ville, et faire régner la paix dans la capitale. Dans la réalité, il n'est pas rare que certains utilisent leur position de pouvoir pour obtenir des pots de vin ou autre chose. Ça me rappelle d'ailleurs que dans les écrits de George R. R. Martin, on nous explique que Daeron II tente d'assainir le guet de Port-Réal suite au règne corrompu de son père Aegon IV, et qu'il mettra plus d'1 an à nettoyer le corps de garde de Port-Réal. Mais à l'évidence, ça n'empêche pas des petites racailles dans ce genre de faire ce qu'ils veulent à Cupucier. D'ailleurs, heureusement qu'Arlan est là, sinon Duncan y passait lui aussi. Ici, Arlan est rond comme une queue de pelle, certes, mais il se rappelle de son serment. Écoutez ce qu'il dit quand il intervient « Au nom de la mère, laissez ce garçon tranquille ». Notez d'ailleurs que « Au nom de la mère » donne son titre à l'épisode 5 de Night of the Seven Kingdoms. Et ça nous montre bien qu'il est Arlan de l'Arbre Sous, un soulard certes, mais qui n'oublie pas ses vœux. Il est témoin d'une injustice faite face aux faibles et à l'innocent, ici incarné par Duncan et Rafe, et il décide d'agir. Quelque part, c'est exactement ce qu'a fait Duncan à la fin de l'épisode 3, notez que Duncan lui aussi était un peu aviné suite à son rendez-vous avec Raymoon, bon sans doute beaucoup moins qu'Arlan dans l'épisode 5, on va pas se mentir, mais que tous deux se souviennent du serment qu'ils ont prononcé de défendre le faible et l'innocent. Car c'est ça que l'on jure lorsqu'on est adoubé et que c'est au tour de la mère d'être citée dans la cérémonie d'adoubement. Au nom de la mère, je te charge de défendre le faible et l'innocent. Et ça, Arlan ne l'a pas oublié, même au fond de son ivrognerie. Tant que je parle d'Arlan, c'est aussi l'occasion d'expliciter un truc qui n'est que balayé dans l'épisode 5. Au moment où Duncan rencontre Arlan, il porte le deuil. Lorsque Duncan le suit jusqu'à son campement, on voit qu'Arlan dort à côté d'une tombe où est placé un demi-aume. Il s'agit de la tombe de son écuyer, comme Duncan l'évoquait d'ailleurs dès l'épisode 2 quand il essayait de convoquer un souvenir d'Arlan auprès des maisons nobles à Sandreguet. Il disait qu'il avait perdu son propre neveu sur le champ de bataille d'Herbe Rouge. L'épisode 5 n'explicite donc pas de quelle tombe il s'agit, mais on avait déjà toutes les informations en main. Et sachez également qu'on sait comment s'appelait son neveu, il s'agit de Roger de l'Arbre-Sous, et il était le fils de la sœur d'Arlan. L'histoire ne nous dit en tout cas pas si c'est suite à cette mort qu'Arlan est tombé dans l'alcoolisme, ou si c'était déjà bien présent avant le décès de son neveu. Dans l'épisode 5, on entend Arlan chanter une chanson dans un langage étranger pendant ses élucubrations alcoolisées. Il s'agit d'une chanson en dothraki, ce qui tend à indiquer qu'Arlan a passé un moment auprès du peuple cavalier en Essos. Voilà un nouvel ajout que fait la série à la nouvelle de George R. R. Martin, puisqu'il n'est nulle part fait référence à un passage d'Arlan en Essos, et visiblement il y a passé suffisamment de temps pour apprendre par cœur une chanson dans la langue des Dothraki, et comme on le sait, les Dothraki ne respectent pas vraiment les guerriers qu'ils considèrent comme plus faibles qu'eux, donc ça tend à nous confirmer qu'Arlan a été, au moins à un moment dans sa vie, un guerrier digne du respect des Dothraki. La chanson en tant que telle évoque la mort, mais aussi la peine qu'elle engendre. Sans doute une chanson qui vient ponctuer le deuil de son neveu Roger, qu'il a perdu à la bataille d'Herbe Rouge. La chanson évoque aussi une mission, celle de bouter le mal hors de ce monde, et les paroles évoquent le fait que le courage représente le salut, et que la clémence est la lumière. Une chanson qui représente bien quelque part les idéaux de la chevalerie. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça montre bien que l'ivresse d'Arlan va plus loin que le simple fait d'être un ivrogne. Il est ivre parce qu'il est en deuil, mais il n'en oublie pas non plus ce qui fait de lui un chevalier, le courage et la clémence. Revenons-en au jugement des Sept, il y a plusieurs plans sur le public qui réagit à la bataille de Sandreguet. Déjà, on peut voir Manfred Dondarrion, le fameux chevalier plus intéressé par les conquêtes féminines qu'autre chose à Sandreguet. On peut aussi voir à nouveau Red, la prostituée qui se moquait allègrement de Duncan dans l'épisode 1, mais qui semble complètement acquise à sa cause dans l'épisode 5, à l'image de ses encouragements lorsque Duncan prend enfin le dessus sur Aerion Targaryen. Il y a aussi beaucoup de nobles qui ne sont pas nommés dans les tribunes, et notamment ces deux-là qui me font clairement penser à des Lannister, même si rien ne nous le confirme en termes d'emblème au lion, etc. Je trouve qu'ils ont le style, même s'ils ne sont pas super blonds, s'ils sont effectivement Lannister, on peut imaginer que ce serait donc Daemon Lannister, alias le Lion Gris, actuel seigneur de Castral Rock, et son fils, Tybolt Lannister.
Il faut aussi qu'on parle de l'issue du Jugement des Sept, puisque pas mal de monde est mort à la fin de la grande bataille. Bien sûr, la mort la plus choquante, c'est celle de Baelor Targaryen, qui meurt sous nos yeux à la toute fin de l'épisode 5, dans un retournement de situation typique de l'univers Game of Thrones. Vous noterez bien sûr qu'il n'avait pas amené sa propre armure à Sandregué, et qu'il avait donc emprunté celle de son fils, Valar, vraisemblablement un peu petite pour lui, ce qui expliquerait pourquoi le coup de masse que Mekar lui a porté derrière le crâne a non seulement embouti son aume, mais aussi son crâne par la même occasion. Mais Baelor n'est pas le seul à perdre la vie durant le Jugement des Sept. Dans la nouvelle, Humphrey Harding est blessé mortellement lors du Jugement des Sept et meurt de ses blessures peu après le combat, tandis que son beau-frère Humphrey des Essaims est lui tué durant la première charge, où il est tué par Sir Donnel de Sombreval, membre de la garde royale. Il y a donc eu 3 morts lors du Jugement des Sept de Sandregué, les 3 dans l'équipe de Duncan, et évidemment on attendra la semaine prochaine, et déjà le dernier épisode de la saison, pour découvrir les répercussions de ce jugement. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça. On y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. J'ai noté plusieurs différences et de nombreux ajouts dans l'épisode 5 par rapport à la nouvelle de George R. R. Martin. C'est donc parti pour le point hebdomadaire sur les différences avec le livre. La première et sans doute la plus importante, c'est la stratégie mise en place par Baelor au moment du Jugement des Sept. Dans la série, cette stratégie est assez basique. Il va s'occuper des gardes royaux et il conseille aux autres de ne pas se faire tuer. Ok, c'est un peu simpliste comparé à la nouvelle. Chez George R. R. Martin, on nous explique pourquoi il compte affronter les gardes royaux, car ceux-ci ont prêté serment de protéger la famille royale, ils vont donc devoir faire preuve de retenue face à lui, ce qui va lui donner de meilleures chances de les mettre hors d'état de nuire. Mais ça va plus loin que ça dans la nouvelle, Baelor suggère également de faire face aux lances de guerre des accusateurs avec des lances de tournoi, chose qui n'est pas du tout évoquée ici. À dire vrai, il semble qu'ils se battent bien avec des lances de guerre, comme en attestent les pointes qu'on voit dans ce plan. C'est donc un changement important par rapport au matériau original. Dans la nouvelle, Baelor suggère d'utiliser des lances de tournoi, car elles sont plus longues que les lances de guerre, et même si elles sont plus fragiles, si elles touchent leurs adversaires, l'équipe de Duncan aura plus de chances de les faire tomber, et donc de gagner l'avantage. Ici, l'absence de cette stratégie fait du premier assaut un combat plus classique, et manque de dimension stratégique au final. Au-delà de cette grosse différence, j'ai remarqué aussi énormément d'ajouts dans ce 5e épisode par rapport à la nouvelle originale. Je parle du flashback juste après, mais je voulais d'abord parler de ces plans qui montrent bien la pression que ressent Duncan avant l'assaut. Tout ça, il ne me semble pas que ce soit si présent dans la nouvelle de George R. R. Martin, et je suis certain qu'il n'y a pas de moment dans la nouvelle où Duncan et Raymoon vomissent de stress avant le Jugement des Sept. Alors on le sait, la série aime bien utiliser les différents fluides corporels, c'est sûr, mais là ça répond aussi à quelque chose qu'ils ont mis en place depuis un moment, c'est que Duncan est quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait à sa place, mais aussi quelqu'un qui a le trac. Et comment ne pas ressentir une telle pression alors que l'enjeu est littéralement la vie ou la mort, pour lui-même évidemment, mais aussi pour les 6 autres chevaliers qui ont fait le choix de travailler avec lui. Cet ajout me paraît donc plutôt très sensé. Et bien sûr, il faut évoquer le gigantesque ajout de cet épisode, la séquence de flashback. Tout ça n'existe absolument pas dans la nouvelle de George R. R. Martin. Il faut savoir que Rafe est à peine mentionné dans les 3 nouvelles publiées sur le Chevalier Errant, et d'ailleurs, il s'agit plutôt d'un garçon dans les nouvelles. Ça montre bien à quel point la série s'est permis un ajout énorme avec ce flashback, le tout avec la bénédiction, il faut le rappeler, de George R. R. Martin. Ici, on vient donc apporter un éclairage très intéressant sur les jeunes années de Duncan à Cupucier, avant qu'il rejoigne Harlan. On précise un peu dans quelles conditions il a vécu à Port-Réal, et surtout comment il est entré en contact avec le vieux chevalier qui deviendra son maître, Harlan de l'Arbre-Sous. Alors je ne crois pas que les nouvelles précisent que Duncan a dû s'employer à ce point pour devenir l'écuyer d'Harlan. Dans la série, on a l'impression qu'Harlan n'a aucune intention d'accueillir Duncan auprès de lui, ce qui n'est jamais mentionné dans les écrits de George R. R. Martin. Mais j'ai tendance à y voir le fait qu'Harlan n'a pas spécialement envie de reprendre un nouvel écuyer, sachant qu'il vient juste de faire tuer son précédent écuyer, qui était son neveu. Entre ça et les délires d'alcoolique d'Harlan, la série décide de montrer encore une fois qu'Harlan n'était peut-être pas l'idéal que Duncan avait en tête. Pour autant, Harlan mentionne la mère quand il vient en aide à Rafe et à Duncan, ce qui montre bien que malgré ses penchants, il n'en oublie pas ses vœux. La série nous rappelle aussi que son neveu, Roger de l'Arbre-Sous, est mort dans la bataille d'Herbe Rouge, ce qui pourrait être la cause de sa descente dans l'alcool, encore qu'on ne sait pas si Harlan était déjà porté sur la bouteille ou non. J'en ai parlé tout à l'heure dans le décryptage, mais la chanson en Dothraki d'Harlan est évidemment un ajout qui vient indiquer que le chevalier errant a notamment vécu et combattu en Essos auprès des Dothraki, chose qui n'a jamais été évoquée dans les écrits de George R. R. Martin. Tout ceci est évidemment mis en perspective avec la première rébellion Feu Noir. Ça aussi, c'est un ajout car on ne sait nulle part dans les écrits de Martin où exactement s'est déroulée la bataille du Champ d'Herbe Rouge, et encore moins aussi proche de Port-Réal, et encore moins à nouveau que Duncan et Rafe s'y sont rendus
pour espérer trouver de quoi gagner leur croûte. Même chose dans les nouvelles, il n'est pas fait mention que Rafe est morte ou bien que Duncan l'a vue tuer sous ses yeux. Tout ceci cependant vient donner énormément de contexte sur qui était Duncan et comment il est devenu celui que l'on connaît depuis le début de la série A Knight of the Seven Kingdoms. Et perso, j'ai trouvé ça super cool, même si effectivement, le flashback coupe complètement l'épisode en deux. Personnellement, ça m'a pas vraiment gêné car le jugement des sept a malgré tout une part hyper importante dans cet épisode, et au final, les flashbacks s'insèrent hyper bien dans la bataille car ils montrent comment Duncan trouve la force de se relever une nouvelle fois et de l'emporter. Voilà pour mon décryptage complet de l'épisode 5 de Knight of the Seven Kingdoms. Est-ce que j'ai raté des trucs? Donnez vos analyses dans les commentaires et indiquez si elles contiennent des spoilers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour des théories sur le trailer de l'épisode 6, mais aussi en live en débrief à 21 h, et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Knight of the Seven Kingdoms.